La forêt de Brocéliande retenait son souffle, un silence pesant que seul le crépitement des torches ennemies osait briser. À l'intérieur de la cabane, l'air était glacial, saturé de l'odeur de la terre humide et de la peur. Aveline sentait chaque pulsation de son cœur résonner contre ses côtes, un tambour funèbre annonçant une fin imminente. Dehors, les ombres des soldats du comte Foulque dansaient sur les murs de bois, des spectres orange et noirs, venus réclamer une âme. La lueur vacillante qui filtrait par les interstices des planches dessinait des zébrures mouvantes sur le sol, transformant son humble refuge en une cage sur le point de s'embraser. Chaque craquement de branches, chaque murmure porté par le vent nocturne était une nouvelle promesse de violence. Elle serrait ses mains l'une contre l'autre, leurs paumes rêches et calleuses ne parvenant pas à trouver la moindre chaleur, le moindre réconfort. La voix du capitaine déchira le silence, rauque et cruelle, alourdie par l'impatience du prédateur. « Livrez-nous le fuyard, ou vous brûlerez avec lui. » Les mots s'infiltrèrent dans la cabane comme un venin, se suspendant dans l'air stagnant. Dans la pénombre, près du foyer éteint, une forme bougea à peine. Était lui, elle, étranger, l'homme dont le visage était maculé de boue et de sang séché, dont la respiration était un sifflement douloureux. Ses vêtements étaient que des haillons, mais même dans cet état de dénuement absolu, une dignité persistait dans la ligne de sa mâchoire, dans l'intensité de son regard perdu dans le vide. Il était la cause de ce siège, l'aile, étincelle, qui menaçait de réduire sa vie en cendres. Pourtant, en le regardant trembler, non de froid mais d'épuisement et de terreur contenue, Aveline ne voyait pas une menace, mais un écho de sa propre solitude. Un flot de souvenirs amers remonta à la surface, aussi violent que la tempête qui avait amené cet homme à sa porte. Elle revit le visage de son mari, émacié par la maladie, puis celui de son jeune fils, son souffle éteignant dans un dernier soupir. La peste les avait emportés sans qu'elle ne puisse rien faire, la laissant spectatrice impuissante de sa propre destruction. Cette fois, était différent. Cette fois, le destin lui offrait un choix. Abandonner cet homme au monstre qui l'attendait dehors, serait comme laisser mourir une seconde fois la part d'humanité qui avait survécu en elle. Ce serait trahir la mémoire de ceux qu'elle avait aimés, en acceptant que la cruauté du monde l'emporte. Une résolution froide et tranchante se forma dans son esprit, chassant la peur pour laisser place à une détermination farouche qu'elle ne se connaissait plus. Elle se leva lentement, ses mouvements fluides et délibérés contrastant avec le chaos qui régnait à l'extérieur. Son regard croisa celui de l'inconnu, et dans cet échange silencieux, tout fut dit. Il n'y avait pas de promesse, pas de plan. Seulement la reconnaissance d'un destin partagé, d'une fin possible affrontée ensemble. Il tenta de se redresser, un grognement de douleur lui échappant, mais elle lui fit un signe imperceptible de la tête, pour qu'il reste caché. Elle se dirigea vers son coffre en bois usé, non pas pour y chercher une arme dérisoire, mais pour en sortir le petit châle que sa mère lui avait tissé, la seule relique colorée de sa vie monochrome. Elle le drapa sur ses épaules, un linceul choisi, une armure de dignité pour sa dernière bataille. Le geste était simple, presque liturgique, un adieu silencieux au monde qu'elle avait connu. Le temps est écoulé, sorcière, hurla de nouveau le capitaine, sa voix suintant la frustration. Le bruit sinistre d'un liquide éclaboussant le mur extérieur parvint à leurs oreilles, suivi immédiatement par l'odeur âcre et suffocante de la poix. Était le prélude du feu, l'ultime avertissement avant que les flammes ne viennent tout dévorer. La cabane, son unique sanctuaire, allait devenir son bûcher. La chaleur de la haine qui émanait de ces hommes semblait déjà traverser le bois, une vague brûlante qui promettait l'annihilation. Le monde entier semblait être rétréci à cet espace confiné, à cette odeur de mort imminente. Les flammes de la trahison s'apprêtaient à consumer la Bretagne. Et l'on se demande depuis quel coin du monde vous ressentez la morsure de ce froid et la chaleur de cet instant. Dites-le nous dans les commentaires. Aveline ferma les yeux une dernière seconde, inspirant profondément l'air vicié. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de la voir périr comme un animal pris au piège. Elle allait leur faire face. Sa main, étonnamment stable, se posa sur le loquet en fer froid de la porte. Chaque fibre de son être hurlait de ne pas l'ouvrir, de rester prostrée dans l'obscurité, jusqu'à ce que le feu la réclame. Mais une force nouvelle, née du désespoir et d'une compassion insensée, la propulsait en avant. Elle allait sortir, non pour se rendre, mais pour leur offrir un dernier défi, une dernière distraction, qui peut-être, donnerait à elle, étranger une chance infime de échapper par l'arrière. Le bois du loquet grinça sous la pression de ses doigts. Elle l'actionna. La porte s'entr'ouvrit sur une nuit rougeoyante, et un mur de haine. Avant que les torches ne peignent la nuit en rouge, et que le destin ne frappe à sa porte, la vie d'Aveline était une mélodie silencieuse,
rythmée par le souffle de la forêt de Brocéliande. Chaque aube se levait dans une brume laiteuse qui s'accrochait aux branches des chênes centenaires, une humidité pénétrante qui semblait s'infiltrer jusqu'à ses os. Sa cabane, nichée à l'orée des bois, était un refuge autant qu'une prison de solitude. Le premier son de sa journée était le crépitement timide du feu qu'elle ravivait dans l'aile âtre, une petite victoire contre le froid persistant de la Bretagne. L'odeur de la fumée de bois et de la terre mouillée était le parfum de son existence, un mélange âcre et familier. Ses gestes étaient lents, mesurés, ceux d'une femme qui n'attend plus rien et ne craint que la faim. Le monde extérieur, avec ses intrigues de seigneurs et ses rumeurs de guerre, était qu'un murmure lointain, étouffé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Ses journées étaient un cycle immuable de labeur. Les mains d'Aveline, rêches et parcourues de fines cicatrices, racontaient l'histoire de sa survie. Elle plongeait dans la terre froide de son modeste potager pour en arracher quelques légumes racines, se battait avec les ronces pour cueillir des baies sauvages, et raccommodait inlassablement les mêmes vêtements usés jusqu'à la trame. La faim était une compagne constante, un loup patient qui rôdait toujours à la lisière de sa conscience. Chaque repas était une bénédiction fragile, un morceau de pain noir trempé dans une soupe claire, dont le goût fade était celui de la simple subsistance. Elle ne cherchait pas le plaisir, mais seulement la force de voir un autre lever de soleil. Sa condition de veuve isolée la plaçait au banc de la société du village voisin, où la pitié se mêlait trop souvent à la méfiance. Elle était une ombre, une survivante silencieuse dont la résilience était sa seule richesse. Pourtant, la cabane n'avait pas toujours été si silencieuse. Dans le grincement du plancher, Aveline entendait encore les pas lourds de son mari, Ronan, revenant des champs, son visage fatigué s'illuminant d'un sourire en la voyant. Dans le murmure du vent contre les murs, elle croyait parfois percevoir le rire cristallin de son petit Loïc, courant après un papillon dans la clairière. La peste les avait emportés en quelques jours fiévreux, laissant derrière elle un vide si immense qu'il semblait avoir absorbé toutes les couleurs du monde. Cette blessure émotionnelle était une plaie béante que le temps ne parvenait pas à refermer. Chaque objet, chaque recoin de la petite demeure, était un sanctuaire de souvenirs douloureux. Son cœur, autrefois un foyer d'amour et d'espoir, était plus qu'une urne funéraire remplie des cendres d'un bonheur révolu, la laissant seule face à l'aile, écho de ce qui avait été. Son plus grand désir, était ni la richesse, ni le pouvoir, mais une chose bien plus insaisissable, la paix. Pas la paix des royaumes, mais celle de l'âme, le simple droit de respirer, sans que chaque inspiration ne soit alourdie par le poids du chagrin. Elle rêvait de s'asseoir un soir au coin du feu, sans que les flammes ne dansent sur les visages de ses fantômes. Ce désir de quiétude était son unique ambition. Un phare lointain dans l'océan de sa solitude. Parfois, en regardant les étoiles percer la canopée, elle se permettait d'imaginer une vie différente, une vie où la maladie n'aurait pas frappé, où le rire de son fils résonnerait encore. Ces petits rêves étaient sa seule évasion, des instants fugaces où elle retrouvait une parcelle de la femme qu'elle avait été avant que le monde ne s'écroule. Elle ne demandait à survivre, à préserver la dignité de sa douleur dans un monde qui ne laissait que peu de place au cœur brisé. La forêt était son domaine, un royaume de verdure et de silence, où elle se sentait plus à l'aise qu'au milieu des hommes. Au village, les regards la fuyaient, ou, pire, s'attardaient sur elle avec un mélange de pitié et de suspicion. Une femme seule, vivant à quel est l'écart, était une anomalie, une invitation aux rumeurs les plus folles. On chuchotait qu'elle connaissait les secrets des plantes, qu'elle parlait aux bêtes, des murmures qui pouvaient facilement se transformer en accusations de sorcellerie. Chaque déplacement pour troquer quelques herbes contre un peu de sel était une épreuve, une incursion en territoire hostile où chaque mot devait être pesé. Sa cabane était donc bien plus qu'un abri contre les intempéries. Était une forteresse contre la cruauté et l'ignorance du monde. Cette solitude choisie, puis subie, avait forgé en elle une force tranquille, une capacité à lire les signes de la nature et à se fier à son propre instinct, loin du jugement des autres. Mais cette paix précaire, construite sur les ruines de son passé, était sur le point d'être anéantie. Le ciel, ce soir-là, semblait pressentir le chaos à venir. Les nuages, lourds et sombres comme du plomb en fusion, s'amoncelaient à l'horizon, dévorant la lumière du crépuscule. Le vent se leva soudain, gémissant à travers les arbres, comme une âme en peine, faisant claquer les volets mal ajustés de la cabane. Une pluie glaciale commença à s'abattre sur le toit de chaume, non plus comme une bruine familière, mais comme une charge de cavalerie furieuse, martelant le monde de sa colère. Aveline, assise près de son foyer mourant, sentit un frisson parcourir son échine, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. L'air était chargé d'une tension électrique, d'une promesse de violence. La nature elle-même semblait retenir son souffle, attendant l'eau, étincelle, qui allait tout embraser.
la rupture était imminente. Le ciel était déchiré sans préavis, vomissant des torrents de pluie qui fouettaient la cabane avec la fureur d'une armée en déroute. Chaque rafale de vent était un hurlement de bêtes blessées, arrachant aux chaînes des gémissements qui se mêlaient au fracas incessant des gouttes sur le chaume. Aveline, assise près de son feu vacillant, sentait les vibrations de cette violence jusque dans ses os, comme si la nature entière était liguée pour détruire le peu de paix qu'elle avait réussi à préserver. C'est alors que le son retentit, distinct du chaos extérieur, plus terrible encore. Pas un coup, mais une série de frappes désespérées contre le bois de sa porte, un rythme frénétique et épuisé, le tambour d'un cœur au bord de la rupture. Était le son de la peur pure, une supplication qui transperçait la cacophonie de la tempête, et venait frapper directement à la porte de son âme solitaire. La peur, cette vieille compagne, lui glaça le sang. Qui oserait s'aventurer dans Brocéliande par une nuit pareille, sinon un loup ou un démon? Sa première impulsion fut de ne pas bouger, de se faire aussi petite et silencieuse que le foyer mourant, espérant que la menace, quelle qu'elle soit, se lasserait, et s'en irait. Mais les coups reprirent, plus faibles cette fois, suivis d'un bruit sourd, comme un corps glissant contre le bois. Était le son de l'abandon, de la dernière once de force qui s'est évanouie. Lentement, le cœur battant à tout rompre, elle se leva et s'approcha de la porte. Ses doigts tremblants déverrouillèrent le loquet. En l'entr'ouvrant, un homme s'effondra à ses pieds, un paquet de haillons, de boue et de sang. Il ne dit rien, levant seulement vers elle un regard où se lisait la douleur et une terreur insondable, avant de perdre connaissance sur son seuil. Le laisser là, séqué, était le condamné à une mort certaine, la tempête finissant le travail que ses poursuivants avaient commencé. Le faire entrer, était inviter cette même mort dans son refuge, car les hommes qui le chassaient ne tarderaient pas à suivre sa trace. Aveline resta figée, la pluie glaciale s'engouffrant dans la cabane, le corps inerte de l'inconnu à moitié à l'intérieur. Son esprit lui criait de refermer la porte, de préserver sa misérable sécurité, de ne pas se mêler des affaires sanglantes du monde. Mais son cœur voyait autre chose. Dans ce visage maculé, elle revoyait l'impuissance de son mari, le souffle court de son fils. Abandonner cet homme serait se renier elle-même, cracher sur la mémoire de ceux qu'elle avait aimés. Avec un soupir qui était à la fois une prière et une résignation, elle se pencha, et, usant de toutes ses forces, le traîna à l'intérieur, refermant la porte sur le monde et sur son ancienne vie. À la lueur dansante de la bougie, la détresse de l'homme se révéla dans toute son ampleur. Une entaille profonde barrait son front, ses vêtements étaient lacérés, et une blessure plus grave semblait saigner sur son flanc. Aveline alla chercher de l'eau et des linges propres, ses gestes devenant sûrs et méthodiques. Un automatisme né de trop nombreuses veillées funèbres. En nettoyant le sang et la boue, elle découvrit une peau étonnamment fine, des mains qui, bien qu'écorchées, n'avaient pas la rudesse d'un paysan. Il frissonna sous son contact, un gémissement de douleur lui échappant, mais ses yeux, maintenant ouverts, la suivaient avec une intensité étrange. Il n'y avait pas de mots entre eux, seulement le crépitement du feu, et le son de sa respiration laborieuse. Dans ce silence partagé, elle ne soignait pas un simple mendiant. Elle sentait qu'elle tenait entre ses mains un secret bien plus lourd et dangereux. Philippe, pour la première fois de sa vie, était entièrement à la merci d'un autre. Dépouillé de son titre, de ses gardes, de son nom même, Yves Vrognères de Ligny était plus qu'un corps brisé. À travers le brouillard de la douleur, il observait cette femme. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse, son visage encadré de mèches sombres, reflétant une tristesse ancienne, mais aussi une force indomptable. Il voyait la compassion dans ses mains qui nettoyaient ses plaies sans dégoût, la détermination dans son regard qui ne sciait pas devant le sang. Rien dans cette cabane humble ne ressemblait au luxe froid de sa cour, mais il y trouvait une chaleur, une authenticité qu'il n'avait jamais connue. Cette femme, une simple paysanne, lui offrait le salut sans rien demander en retour. Une étrange sensation l'envahit, un mélange de gratitude et d'une fascination naissante pour cette âme solitaire, qui, comme lui, semblait avoir tout perdu mais continuait de se battre. Quand l'aube blafarde finit par percer à travers les interstices des planches, la tempête avait cessé. Le silence qui s'installa était plus lourd, plus menaçant que le vacarme de la nuit. L'homme dormait d'un sommeil agité, sa fièvre montant. Aveline le regardait, assise sur son tabouret, épuisée mais l'esprit clair. La décision était prise, la porte avait été franchie, au sens propre comme au figuré. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle avait choisi la compassion plutôt que la sécurité. Et ce choix avait un prix qu'elle ne tarderait pas à payer. Sa cabane, son unique sanctuaire, était devenue une cachette, une cible potentielle. Elle ne savait pas qui était cet homme, ni quel démon le poursuivait, mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Sa vie simple et solitaire venait de voler en éclats,
et les ombres qui étiraient maintenant dans la forêt N, étaient plus seulement celles des arbres. Les jours qui suivirent furent une danse maladroite entre la méfiance et la nécessité. La cabane, autrefois un sanctuaire de solitude, était devenue une cage exiguë où deux mondes s'affrontaient en silence. Philippe, encore affaibli par la fièvre, passait ses heures à observer Aveline, ses mouvements précis et économes, un contraste saisissant avec la vie d'opulence et de gestes inutiles qu'il avait toujours connue. L'air était lourd, saturé de l'odeur des herbes médicinales qu'elle appliquait sur ses plaies, et du parfum âcre de la peur qui suintait de leurs pores. Il se sentait inutile, dépouillé de son identité, un fardeau pour cette femme, dont le visage portait les stigmates d'une tristesse qu'il ne pouvait comprendre. Chaque craquement du plancher, chaque regard échangé, était chargé d'une tension palpable. Elle ne lui posait aucune question, et ce silence était plus intimidant que n'importe quel interrogatoire. La faim cependant ne respectait ni les secrets, ni les fugitifs. Leur maigre réserve épuisée, Aveline dut se résoudre à affronter le village voisin, un territoire devenu hostile. Enveloppant son visage dans un châle usé, elle marcha d'un pas rapide, le cœur battant au rythme de la paranoïa. Les regards qu'elle croisait étaient plus empreints de la pitié distante d'autrefois, mais d'une suspicion froide et acérée. Les murmures la suivaient comme une meute de loups invisibles. Sur la place du marché, un collecteur d'impôts du comte Foulqueux humiliait publiquement un vieil homme pour quelques pièces manquantes, sa cruauté servant d'avertissement à tous. Aveline sentit le poids de cette oppression systémique s'abattre sur ses épaules. Elle, était plus seulement une veuve isolée. Aux yeux de tous, elle était désormais une complice potentielle, une traîtresse, une cible facile dans un monde qui cherchait des coupables. De retour dans la précarité de leur refuge, Philippe, animé par une frustration grandissante face à son impuissance, tenta de se rendre utile. Ses mains, peu habituées au labeur, étaient maladroites pour fendre le bois ou réparer un filet, mais une détermination farouche brillait dans son regard. Un jour, alors qu'Aveline était partie chercher de l'eau, un jeune garçon du village, égaré en poursuivant un oiseau, tomba près de la cabane, écorchant le genou. Avant qu'Aveline ne puisse intervenir, Philippe s'approcha doucement de l'enfant en larmes, lui parlant d'une voix calme et rassurante, nettoyant sa petite plaie avec un morceau de son propre linge. Il lui fabriqua un petit sifflet avec une brindille. Aveline, observant la scène depuis la lisière des bois, vit pour la première fois, non pas l'héritier ou le fugitif, mais un homme capable d'une tendresse et d'une noblesse de cœur authentique. La survie à deux exigeait des efforts redoublés. Aveline passait de longues heures dans la forêt, ses sens aux aguets, traquant le moindre signe de danger tout en cherchant des racines et des champignons pour remplir leurs estomacs vides. Elle montrait à Philippe comment reconnaître les plantes comestibles, comment tendre un collet, partageant avec lui les secrets de sa résilience. Un soir, autour d'un maigre ragoût dont la chaleur était un luxe, il brisa le silence qui pesait entre eux. « Pourquoi » demanda-t-il simplement, sa voix rauque par manque d'usage. « Pourquoi risquer votre vie pour moi » Aveline fixa les flammes dansantes, son visage une toile d'ombres et de lumière. « Parce que j'ai déjà vu la mort emporter ce que j'aimais, sans rien pouvoir faire. Cette fois je pouvais. » Ce simple aveu forgea entre eux un lien plus fort que l'acier, un pacte silencieux, né dans les cendres du désespoir. La poigne de fer du comte Foulqueux se resserrait inexorablement sur la région. Les patrouilles de soldats, autrefois rares, sillonnaient désormais quotidiennement les abords de la forêt, leurs armures sombres se détachant comme des cicatrices sur le vert tendre du paysage. Le village vivait dans un état de siège permanent, les portes barricadées dès le crépuscule, les interrogatoires devenant plus brutaux. La rumeur d'un fugitif caché par une sorcière des bois avait pris racine, nourri par la peur et encouragé par les hommes de Foulques. Chaque sortie devenait un pari mortel, chaque ombre une menace potentielle. La cabane N était plus une forteresse mais une souricière sur le point de se refermer. Bientôt, il n'y aurait plus d'issue. Les flammes de la trahison s'embrasaient en Bretagne, et l'on se demande depuis quel coin du monde vous ressentez la morsure de cette tension. Dites-le nous dans les commentaires. Un soir, alors que le ciel saignait des couleurs du couchant, Aveline était aventurée un peu plus loin que d'habitude pour ramasser du bois mort, espérant éviter les sentiers battus. Accroupie derrière un épais fourré de houx, elle se figea en entendant des voix d'hommes. Deux soldats du comte, leurs visages durs éclairés par la lueur d'une pipe, se plaignaient de cette chasse infructueuse. Leur capitaine, un homme connu pour son impatience et sa cruauté, avait perdu patience. « À l'aube, » disait l'un d'eux avec un ricanement sinistre, « nous n'aurons plus à le chercher. L'ordre est donné. Nous allons mettre le feu à toute cette lisière. S'il est là-dedans, la fumée le forcera à sortir comme un rat, ou il brûlera avec sa complice. » Le sang d'Aveline se glaça dans ses veines. La forêt, son allié, son refuge, allait devenir leur bûcher.
Le souffle coupé, Aveline regagna la cabane, le ricanement sinistre des soldats résonnant encore dans sa tête comme un écho funèbre. Chaque pas sur le tapis de feuilles mortes était une trahison envers le silence de la forêt, son sanctuaire sur le point d'être profané par le feu. À l'intérieur, Philippe sentit immédiatement le changement dans l'air, la peur d'Aveline était une odeur palpable, plus âcre que la fumée. Le lendemain, la menace se fit plus concrète, plus insidieuse. Les percepteurs du comte Foulque descendirent sur le village, non seulement pour saigner les bourses déjà vides, mais pour empoisonner les esprits. Sur la place publique, leur voix portait loin, promettant une récompense généreuse pour toute information sur le fuyard et sa complice, la sorcière des bois. Les mots, lourds de venin, se propagèrent de bouche à oreille, transformant la méfiance en haine active, et les voisins en potentiels délateurs. Philippe la regardait se débattre avec ses peurs, son visage, habituellement si stoïque, maintenant traversé par des ombres d'angoisse. Il se sentait rongé par une culpabilité dévorante, conscient d'être la cause de sa future destruction. Voulant se rendre utile, il remarqua la lame émoussée de son unique couteau. D'un geste sûr, il le prit et s'assit près du foyer, choisissant une pierre plate, au grain parfait. Le mouvement de son poignet était précis, régulier, un art qu'aucun paysan ne possédait. Le sifflement de l'acier sur la pierre était un son étrangement mélodieux dans le silence tendu. Il lui rendit le couteau, dont le tranchant pouvait maintenant raser un poil. Aveline le prit, sentant la perfection du travail. Son regard s'attarda sur lui, une question muette se formant dans ses yeux. Cet homme N était pas un simple mendiant. La noblesse N était pas seulement dans son cœur, elle était aussi dans ses mains. La suspicion grandissante d'Aveline se heurtait à un attachement qu'elle ne pouvait nier. Enfermés dans cette prison de bois, ils n'avaient que l'un l'autre. La peur, loin de les séparer, tissait entre eux des liens d'une intimité fragile et poignante. Un soir, alors que la lune filtrait à travers les planches, il lui parla à voix basse d'un jardin où il jouait enfant, décrivant l'odeur des roses après la pluie, avec une précision qui trahissait une nostalgie profonde. Il ne nommait ni lieu ni personne, mais le tableau qu'il peignait était celui d'un monde perdu, un paradis inaccessible. En retour, brisant un silence qu'elle gardait depuis des années, elle lui confia le souvenir du rire de son fils Loïc, un son qu'elle craignait d'oublier. Dans cet échange de fantômes, leurs solitudes se touchèrent, créant une bulle de chaleur humaine au cœur du chaos imminent, une trêve fragile avant la bataille finale. Les graines de la haine semées par les hommes de Foulque avaient germé rapidement dans le terreau de la peur villageoise. Lorsqu'Aveline dut s'aventurer jusqu'au puits commun, à la lisière du bois, l'hostilité fut un mur invisible mais solide. Les femmes qui partageaient autrefois avec elle un morceau de pain, détournaient maintenant le regard, se signant à son passage. Des murmures de sorcières la suivaient comme des serpents dans l'herbe haute. Un groupe d'enfants, enhardis par la cruauté des adultes, lui lança des mottes de terre, leurs insultes enfantines perçant son cœur plus sûrement que des poignards. Elle puisa son eau en silence, le visage impassible, mais chaque goutte qui tombait de son seau semblait être une de ses propres larmes. Le retour à la cabane fut une fuite, non pas devant les soldats, mais devant la solitude la plus terrible qui soit, celle d'être rejeté par les siens. De retour dans leur refuge précaire, Philippe vit la boue sur sa robe, et la détresse dans ses yeux. Une fureur froide et maîtrisée, qu'il n'avait pas ressentie depuis l'embuscade, monta en lui. Il commença à arpenter l'espace confiné, non plus comme un animal en cage, mais comme un général planifiant sa prochaine manœuvre. Il l'interrogea sur les patrouilles, sur la topographie des lieux, ses questions devenant plus précises, plus techniques. Son langage se fit plus tranchant, émaillé de termes de stratégie militaire qui la laissèrent perplexe. Il ne s'agissait plus de survivre, mais de contre-attaquer. Il parlait de points faibles, de diversion, d'exploitation du terrain. La transformation était stupéfiante. Le mendiant vulnérable avait laissé place à un chef de guerre. Le poids de son secret devenait trop lourd pour sa simple identité de fugitif, et le danger semblait paradoxalement le révéler à lui-même. La rupture survint au crépuscule, alors que le ciel prenait la couleur du sang et des meurtrissures. Le son d'une trompette déchira le calme du soir, un son officiel et impérieux qui figea le sang dans leurs veines. Depuis la lisière de la forêt, ils virent un héros du comte Foulque, flanqué de 2 gardes à cheval, se planter au milieu de la place du village. Le roulement de parchemin se déroula avec une lenteur théâtrale. La voix du héros, amplifiée par le silence angoissé de la foule, porta jusque à eux. Il lut un décret ducal, un faux grossier, mais efficace. Aveline de la Forêt y était-il déclaré, et reconnu coupable de sorcellerie et de haute trahison.
Une prime considérable est offerte pour sa capture, morte ou vive. Par ordre du comte, sa cabane et la parcelle de forêt maudite qui l'abrite seront purifiées par le feu à l'aube. L'ultimatum N était plus une menace murmurée, C était une sentence publique. La nuit S était refermée sur eux comme une mâchoire d'acier. Le cercle de soldats était complet, un mur infranchissable de haine et de fer, dont les torches projetaient des ombres dansantes et monstrueuses qui léchaient les murs de la cabane. L'odeur âcre de la poix, qu'Aveline avait sentie la veille, était maintenant suffocante, un parfum de mort qui s'infiltrait par chaque interstice, promettant une agonie par le feu. À l'intérieur, le silence était si lourd qu'on pouvait entendre le battement affolé de leurs deux cœurs. Puis la voix du capitaine déchira l'air, rauque et pleine d'un mépris triomphant. « Livrez-nous le traître, sorcière, ou le comte aura 2 cadavres à pleurer au lieu d'un. » Les mots claquèrent comme un fouet, une proclamation publique de leur sentence, scellant leur destin devant les yeux avides des hommes venus assister à l'exécution. C était la fin du chemin, un cul-de-sac de flammes. Un calme étrange s'empara d'Aveline, une lucidité glaciale qui chassa la panique. Elle croisa le regard de Philippe, et dans ses yeux, il ne vit ni regret ni accusation, mais une détermination farouche qui le foudroya. Elle revoyait les visages de Ronan et Loïc, emportés par un mal contre lequel elle était impuissante. Cette fois, elle ne serait pas spectatrice. Elle lui fit un signe discret, un mouvement de tête vers la petite trappe à l'arrière, dissimulée par des sacs de jute, une voie de fuite minuscule et désespérée. Il secouait la tête, un refus muet et angoissé se peignant sur ses traits. Il ne pouvait la laisser faire ça. Mais son regard à elle était sans appel. Elle ne lui demandait pas sa permission. C était son foyer, sa vie, et ce serait son sacrifice. Elle allait leur offrir une dernière bataille, un dernier acte de compassion pour racheter toute l'impuissance de son passé. Sa main, étonnamment stable, se posa sur le loquet de fer. Le métal était glacial sous sa paume, un contact brutal avec la réalité de ce qui l'attendait. Elle n'hésita pas. Le mécanisme grinça, un son lugubre qui sembla résonner dans toute la forêt. La porte s'ouvrit sur un tableau infernal. Un mur de visages hostiles, déformé par la lueur vacillante des torches, la dévisagea. L'air froid de la nuit la frappa, mais il fut immédiatement repoussé par une vague de chaleur intense, émanant du cercle de feu. Le capitaine, un homme massif à la barbe rousse et aux yeux cruels, afficha un sourire carnassier. Elle avança d'un pas, sortant de l'ombre de son foyer pour se planter dans la lumière accusatrice, seule, fragile, mais d'une dignité inébranlable. Le silence tomba, un silence de prédateurs observant leur proie enfin sortie de sa tanière. « Alors, la sorcière a décidé de nous faire face ?» ricana le capitaine, sa voix dégoulinant de mépris. « Où est le rat que tu caches ?» Aveline le fixa, son regard clair et sans peur. « Il n'y a pas de rat ici. Seulement des monstres. » Sa réponse, calme et dénuée de toute supplication, fit enrager l'homme. Il la voulait à genoux, implorante, pas debout et fière. L'insolence de cette paysanne était une offense personnelle. « Assez joué !» hurla-t-il, son visage devenant pourpre de colère. « Mettez le feu à cette verminière !» L'ordre fut un coup de tonnerre. 2 soldats s'avancèrent, leurs torches brandies haut. La flamme de l'une d'elles s'approcha dangereusement du mur enduit de poix. La résine commença à fumer, l'odeur de la faim imminente montant à la gorge d'Aveline. Elle ferma les yeux, un dernier soupir cesse, échappant de ses lèvres. « Arrêtez !» La voix qui éleva de l'obscurité de la cabane N, était pas celle d'un mendiant effrayé. Elle était claire, puissante, et résonnait d'une autorité si absolue qu'elle figea le soldat dont la torche N était plus que, à un souffle du bois. Tous les regards convergèrent vers la porte. Philippe apparut, sortant de l'ombre. Il était plus courbé par la douleur ou la peur. Il se tenait droit, la tête haute, ses haillons semblant soudainement déplacés sur une silhouette de souverain. Son regard balaya les soldats, non pas avec la panique d'une proie, mais avec le jugement d'un maître. Une onde de choc parcourut les rangs. Ces hommes, habitués à obéir sans réfléchir, sentirent un doute primal s'insinuer en eux. L'homme qui se tenait devant eux, n'était pas un simple fugitif, il était autre chose, quelque chose de dangereux et de familier. Le capitaine, un instant décontenancé, retrouva sa contenance et éclata d'un rire gras. « Et qui es-tu pour oser donner des ordres aux hommes du comte Foulques, mendiant ?» Philippe ne lui accorda pas un regard. Ses yeux étaient rivés sur les soldats, scrutant chaque visage, cherchant une lueur de loyauté sous l'uniforme du tyran. Sa voix, plus basse cette fois mais portant encore plus loin, s'adressa à eux seuls. « Je vois parmi vous des hommes du Val d'Armor,
des fils de chevaliers qui ont prêté serment d'allégeance non pas à un comte félon, mais à la couronne ducale. Il fit une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. Au nom de cette couronne, et par le sang qui coule dans mes veines, je vous le demande une dernière fois. Qui servez-vous réellement ce soir? La question resta suspendue dans l'air glacial, une étincelle jetée dans une poudrière de loyauté brisée. Le rire gras du capitaine déchira l'air glacial, une insulte lancée à la face de l'improbable défi. Un mendiant donnant des ordres? L'absurdité de la situation semblait l'amuser, mais son sourire s'effaça vite en voyant l'effet des paroles de Lu, étranger sur ses propres hommes. Les visages des soldats, autrefois des masques de cruauté anonymes sous la lumière des torches, se fissuraient de doute. Leurs mains se crispaient sur leurs armes, non plus avec la certitude du prédateur, mais avec l'hésitation de celui qui est forcé de choisir son camp. Philippe se tenait au milieu d'eux, et sa posture avait changé. Le poids de la peur et de la douleur était évaporé, remplacé par une droiture royale, une autorité ancestrale, qui semblait émaner de la terre même de Bretagne. Son regard était plus celui d'une proie, mais celui d'un juge, et sous ce regard, les armures semblaient soudain bien fragiles. Pour ôter tout doute de leurs esprits, je suis Philippe, fils unique du duc Oël, et votre légitime suzerain. Sa voix, claire et tranchante, nommait chaque homme par son nom, citant les villages dont ils étaient issus, les serments que leur père avait prêtés. Il leur rappela la bataille du Pont d'Oust, où leurs aïeux étaient battus aux côtés du sien, non pour un tyran comme Foulques, mais pour la liberté de leur duché. Chaque mot était une clé ouvrant des portes de loyauté oubliées. Un rappel de l'honneur, qui avait été souillé par la peur et la cupidité. Le capitaine, voyant son autorité se dissoudre comme du sel dans l'eau, sentit la panique le gagner. Il était plus le maître de la meute. Il était en train de devenir étranger au milieu de ses propres loups, et la rage impuissante déformait ses traits. Aveline observait la scène, le cœur battant à se rompre. Cet homme qu'elle avait soigné, cet être vulnérable dont elle avait partagé le pain et le silence, était l'héritier du duché. La révélation était un vertige, un gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. Tout prenait un sens nouveau et terrifiant. La chasse acharnée, la prime, la haine du comte. Elle n'avait pas abrité un simple fugitif, mais étincelle d'une guerre civile. Le capitaine, sentant qu'il perdait ses hommes, tourna sa fureur vers la cible la plus facile. « Assez de sorcellerie !» hurla-t-il en se jetant vers Aveline, sa main se tendant pour la saisir. « C'est elle, la source de ce poison. Elle est la traîtresse qui a ensorcelé vos esprits. » Son geste désespéré visait à briser le sortilège, à ramener le chaos et la peur pour reprendre le contrôle de la situation. « Ne la touchez pas !» L'ordre de Philippe claqua dans la nuit, plus tranchant qu'une lame d'épée. Il fit un pas, s'interposant entre le capitaine et Aveline, son corps devenant un bouclier humain. Son regard brûlait d'une fureur protectrice, qui dépassait de loin la simple dette d'un homme sauvé. « Cette femme n'est pas une sorcière, proclama-t-il, sa voix résonnant pour chaque âme présente. Elle est le cœur même de la Bretagne, la compassion que Foulques et ses semblables ont tenté, écraser. Elle m'a offert un abri quand J était traqué, du soin quand J était blessé, et une dignité quand je n'avais plus rien. Quiconque lève la main sur elle, me trouvera sur son chemin. » Dans cette promesse, il ne se contentait pas de la protéger. Il la plaçait au centre de sa cause, transformant son sacrifice personnel en un symbole pour la rébellion à venir. Un bruit métallique sec retentit, faisant sursauter l'assemblée. Un des soldats du Val d'Armor, un homme au visage buriné par le vent, venait de laisser tomber la pointe de sa lance sur le sol gelé. Son regard croisa celui de Philippe, et un signe de tête presque imperceptible scella une nouvelle allégeance. Ce fut le signal. Un autre soldat baissa son épée, puis un troisième. En quelques secondes, le cercle de menaces se transforma en une assemblée d'hommes divisés. Le capitaine se retrouva presque seul, flanqué de 2 ou 3 fidèles, dont les yeux trahissaient la peur. Il était piégé, son pouvoir anéanti par quelques mots, et un acte de courage. La bête acculée devint alors plus dangereuse que jamais. Avec un hurlement de rage pure, ignorant Philippe, il pivota et brandit sa dague, visant le cœur sans défense d'Aveline. Mais avant que l'acier ne puisse trouver sa cible, un éclair argenté fendit l'air. Le mouvement de Philippe fut d'une rapidité et d'une précision inhumaine pour un homme censé être un paysan. De sous ses haillons, il avait tiré une fine lame, une miséricorde de noble, et l'avait lancée avec une habileté mortelle. La dague du capitaine vola de sa main dans un fracas métallique, son hurlement de rage se muant en un cri de douleur alors qu'il se tenait le poignet transpercé. Le silence qui suivit fut total, assourdissant. La menace immédiate était écartée, mais le monde venait de basculer. Le secret était révélé,
le pouvoir caché maintenant exposé aux yeux de tous. Philippe N était plus un fugitif se cachant dans l'ombre. Il était l'héritier déclaré, au cœur d'un territoire ennemi, avec une poignée d'alliés incertains. Le destin de la Bretagne venait de se jouer, là, dans cette clairière sanglante. Le silence qui suivit la chute du capitaine fut plus assourdissant que tous les cris de haine qui l'avaient précédé. Les soldats, leur loyauté brisée puis reforgée en un instant, se tournèrent comme un seul homme contre les derniers fidèles de Foulques, les désarmant sans violence mais avec une fermeté sans appel. Les torches, qui menaçaient de consumer le monde d'Aveline, furent jetées à terre et écrasées sous les bottes, leurs flammes éteignant dans un crépitement misérable. Philippe, debout au milieu de cette scène de déroute, ne laissa transparaître aucun triomphe. Sa voix, lorsqu'il parla, était celle d'un souverain, non d'un vengeur. Il ordonna que le capitaine et ses complices soient liés et gardés pour un juste procès. Le décret infâme fut déchiré, ses morceaux emportés par le vent nocturne comme les cendres d'un cauchemar. La clairière, autrefois un tribunal de mort, redevint un simple coin de forêt, baigné dans la lumière pâle de la lune. La nouvelle du retour de l'héritier se répandit à travers la Bretagne avec la vitesse d'un feu de bruyère. Chaque village, chaque hameau, opprimé par la tyrannie de Foulques, devint une source de soutien pour Philippe. Les seigneurs qui avaient courbé l'aile et Chine par peur relevèrent la tête, leur bannière rejoignant la sienne. Le comte Foulques, barricadé dans sa forteresse, vit son pouvoir érodé comme une falaise battue par la marée. Ses alliés l'abandonnèrent, ses mercenaires désertèrent, et sa cruauté, autrefois son arme la plus redoutable, se retourna contre lui. Il fut finalement trahi par sa propre garde, qui ouvrit les portes du château en échange du pardon ducal. Sa chute ne fut pas glorieuse. Amené enchaîné devant Philippe, il était plus qu'un homme brisé, dépouillé de son arrogance, dont la tyrannie s'achevait non par une bataille épique, mais par le simple retour de la légitimité et de la justice. Aveline, la paysanne accusée de sorcellerie, fut escortée au château ducal, non comme une prisonnière, mais comme l'héroïne d'un royaume retrouvé. Le luxe froid des salles de pierre, les riches tapisseries et les regards curieux des courtisans formaient un contraste brutal avec sa vie de silence et de terre. Les murmures qui l'accompagnaient étaient plus ceux de la suspicion mais d'une admiration craintive. Philippe fit en sorte que son histoire soit racontée, non comme une fable, mais comme la véritable incarnation du courage breton. On lui offrit des robes de soie, des terres fertiles et un titre de noblesse. Mais son regard restait celui d'une femme qui avait tout perdu et ne désirait que la paix. Sa véritable récompense était pas dans la richesse, mais dans la dignité qui lui était rendue, dans le droit de marcher la tête haute, son nom l'avait de toute infamie. Loin du faste et des intrigues de la cour, dans le calme des jardins du château, Philippe et Aveline apprirent à se retrouver. Le fossé social qui les séparait semblait infranchissable, mais le lien tissé dans la cabane était plus fort que n'importe quelle convention. Il lui avoua que dans son humble refuge, il avait découvert une noblesse de cœur plus pure que celle de tous les lignages. Elle lui avait rappelé pourquoi il se battait. Non pour une couronne, mais pour les gens comme elle. Elle, de son côté, voyait au-delà du duc, le jeune homme blessé qu'elle avait soigné. L'elle, âme solitaire qui avait partagé ses peurs. Leur amour, s'il fleurissait, ne serait jamais celui des contes de fées. Était une affection profonde, une alliance forgée dans le feu de l'adversité, un partenariat fondé sur un respect mutuel et une compréhension silencieuse que seuls ceux qui ont frôlé la mort ensemble peuvent connaître. Devenu duc, Philippe gouverna avec une sagesse née de l'épreuve. Ses premières lois ne furent pas destinées à asseoir son pouvoir, mais à soulager la misère de son peuple. Il fit annuler les taxes injustes de Foulques, distribua le grain des réserves du comte aux affamés, et instaura des cours de justice où la voix du plus humble pouvait être entendue. Aveline, refusant tout titre, devint sa conseillère la plus proche et la plus écoutée. Sa connaissance intime de la souffrance et de la résilience du peuple était un phare qui guidait ses décisions. La Bretagne ne se transforma pas en utopie du jour au lendemain. La pauvreté et les cicatrices du passé restaient, mais un vent nouveau soufflait sur le duché. La pluie, qui tombait toujours sur les toits de chaume, semblait désormais laver les terres, promettant non plus la tristesse, mais la fertilité d'un renouveau tant attendu. L'image finale de leur histoire ne se déroule pas dans une salle du trône, mais sous le ciel gris de Bretagne, dans un champ fraîchement labouré près du château. Philippe, le duc, a retiré sa couronne et ses gants. À ses côtés, Aveline lui montre comment planter un jeune chêne, leurs mains se touchant en enfouissant les racines dans la terre humide. Ce n'est pas le geste d'un souverain condescendant, mais celui d'un homme qui a appris que pour faire grandir un royaume, il faut d'abord en cultiver le sol. Leur avenir reste à écrire, mais ils le construiront ensemble.
car cette histoire nous rappelle que la véritable noblesse ne réside pas dans le sang, mais dans le courage. Que le plus grand des pouvoirs n'est pas de commander, mais de protéger. Et que parfois, une seule lueur de compassion dans la plus sombre des forêts suffit à rallumer l'espoir d'un monde entier.